Le focus nous emmène aujourd'hui en Inde. Il y a 2 mois, l'image d'une fillette ne sachant pas parler, imitant le comportement des singes, avait fait le tour des réseaux sociaux. L'histoire de cette petite Mowgli Girl, comme on l'avait surnommée, avait fait l'objet de multiples spéculations. Il s'agissait en fait tout simplement d'une enfant abandonnée, sans doute à cause de ses troubles psychiatriques. En Inde, le fléau de l'abandon concerne 11 millions d'enfants. Regardez ce reportage de Félicia Poletti, Suyash Srivatsava et Hélène Ledu. Sonita a 5 ans. Son sourire cache un passé très sombre. Son père l'a abandonnée alors qu'elle n'avait que 6 mois. Elle s'est retrouvée aux mains de son grand-père. Maltraitée puis sauvée il y a 2 ans par Pascal Fautra, au sein du foyer qu'il a créé à New Delhi. Sunita, elle revient de très loin. Elle était en très mauvais état quand elle nous a été confiée. Ouais. Le pédiatre était très inquiet pour elle. On n'était pas sûr qu'elle s'en sortirait. Le grand-père se servait de Sunita pour mendier au feu rouge et la sous-nourrissait à dessein de manière à ce qu'elle pleure et qu'elle inspire la pitié et qu'elle soit facile à transporter. L'histoire de cette fillette, c'est celle de millions d'enfants en Inde. Tous n'ont pas la chance d'être accueillis dans une famille ou dans un foyer. Certains finissent aux mains des trafiquants ou livrés à eux-mêmes. Ici, vous êtes au milieu de la jungle. Quand vous êtes un enfant des rues, par exemple, seul dans la rue à New Delhi à 1 h du matin, il est dans la jungle. Pour essayer de comprendre comment des parents peuvent envisager l'abandon, nous partons dans le Rajasthan, l'un des 2 États les plus touchés. Bajirat est père de 2 enfants. L'un marche à côté de lui, l'autre vit dans un orphelinat. Mendiant, ses jambes atrophiées l'empêchent de travailler. La mère de Ganesh le battait quand elle était ivre. Elle le traitait comme s'il n'était pas son fils. Comment aurais-je pu m'occuper de mes enfants dans cette situation? C'est pour ça que j'ai dû laisser mon fils. Je me sens coupable. À votre avis, qui aime vivre loin de son enfant? Dans cet orphelinat, Ganesh, 4 ans, est un garçon, mais ses camarades sont majoritairement des filles. Le premier motif d'abandon, c'est le sexe de l'enfant. Ce n'est pas accepté par la société que le premier enfant soit une fille. L'autre explication derrière l'abandon, c'est la situation de la mère, elle-même souvent adolescente ou victime de viol. Dans les mentalités, avoir un garçon, ça veut dire perpétuer la dynastie, alors qu'une fille va devoir se marier et aller vivre dans une autre famille. Et le mariage, ça coûte très cher. Dans une poubelle, au bord d'une route ou sur les marges d'un temple, Manmeet a trouvé des nourrissons et des enfants abandonnés par des parents désespérés. Pour sauver ces vies à peine commencées, autorités et ONG du Rajasthan ont installé des berceaux accessibles depuis la rue pour y laisser un enfant non désiré en tout anonymat. Le bébé est déposé ici dans ce berceau. Vous voyez, il y a un matelas et assez d'espace pour un enfant. Et il y a un système d'alarme relié à une balance. Au-delà de 700 grammes, les haut-parleurs sonnent et je reçois un SMS. Au Rajasthan, ce dispositif existe depuis 30 ans. Voici le premier berceau des rues. Depuis sa création, il a accueilli 1800 bébés, transportés ensuite à quelques pas de là. Des fillettes en grande majorité. Celle-ci avait à peine 3 heures lorsqu'elle a été déposée. Sa seule faute, être une fille. Comme Hindou qui a été abandonnée il y a 18 ans. Depuis, elle vit ici avec ses autres enfants non désirés. Tout le monde veut rendre ses parents fiers, mais moi, je veux devenir chanteuse célèbre. Et c'est les personnes qui m'ont accueillie que j'ai envie de rendre fières. Je veux que les gens qui m'ont abandonnée se rendent compte de leur erreur, qu'ils se sentent coupables. S'ils m'avaient sauvée, c'est eux que je rendrais fiers aujourd'hui. Si l'orphelinat est la destination la plus commune pour ces enfants abandonnés, l'ONG SOS Children Village à New Delhi tente de recréer un cadre familial. 15 maisons et dans chacune 10 enfants et une mère d'accueil. Depuis 30 ans, Manju est l'une d'entre elles. J'ai vu beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de mère, qui survivaient dans une situation critique, dans la pauvreté. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir mère adoptive dans un village SOS. Je suis en colère contre les parents qui abandonnent leurs enfants. Ils devraient se sacrifier pour leurs gamins. Nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. Aujourd'hui, ce sont 10 enfants qui m'appellent maman. Et peut-être encore d'autres le feront à l'avenir. Ma maman, c'est tout pour moi. Elle cuisine, elle lave nos vêtements.
Elle nous donne ce que personne d'autre ne nous a jamais donné. Des villages SOS comme celui-ci, il en existe 32 à travers le pays. Un lieu de vie commune, un havre de paix pour des milliers d'enfants et d'adolescents revenus de la tourmente. Une chance que ne partagent pas les 11 millions d'enfants abandonnés en Inde. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question avec notre invité Olivier Guillard. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Asie, auteur de Géopolitique de l'Inde, un pays que vous connaissez bien, vous y avez vécu. Dans ce reportage, on voit qu'il y a ce chiffre, 11 millions d'enfants abandonnés. Est-ce que ça vous semble une estimation juste ? En tout cas, la volumétrie déjà doit nous interpeller. Donc 11 millions d'individus, donc les plus exposés par définition. C'est un chiffre qui me paraît certainement dans la fourchette qui est connue. En fonction de... Donc les critères onusiens, les critères indiens, les critères de la société internationale au sens large ne sont pas toujours les mêmes, mais on a à peu près cette volumétrie générale. Donc c'est un problème qui est connu, qui est très ancien, qui renvoie à plusieurs siècles déjà. La société indienne peine à y trouver une solution. La preuve, dans ce reportage qui est extrêmement bien fait, très documenté, très poignant, on évoque une trentaine de centres accueillant quelques dizaines d'individus à l'échelle d'un pays qui compte un individu de la planète sur 6. Évidemment, c'est très peu, c'est toujours ça. Mais il suffit de se promener, ne serait-ce que 20 minutes dans n'importe quelle agglomération, au centre ou espace de vie rural ou urbain en Inde pour voir que, de toute évidence, il y a un problème avec la gestion de cette population et avec la frange la plus exposée, dont les enfants, moins pour les personnes âgées. Là, on parle quand même des enfants qui sont comptabilisés, ça veut dire ce qu'on trouve, parce qu'on parle de ces berceaux automatisés pour abandonner de façon décente les enfants, mais il y en a qui sont abandonnés dans la rue, dans des poubelles, et qui ne sont pas comptabilisés. Ça veut dire qu'ils sont sans doute beaucoup plus nombreux. C'est une très bonne remarque en définitive, et c'est toujours pareil. Donc les autorités indiennes, dont nous avons le Premier ministre indien qui est aujourd'hui donc à Berlin, discuté avec la chancelière, donc évoquera quantité de sujets, notamment des développements commerciaux, le fait que l'Inde est aujourd'hui la 7e ou 8e puissance économique mondiale, mais il y a donc toutes ce non-dit, la société indienne, les questions des agressions sexuelles qui se multiplient, donc en tous les cas elles sont beaucoup plus médiatisées qu'avant. Avant ça ne se savait pas, on n'en discutait pas. Le problème de déficit, le problème de la disparition de millions d'enfants, donc des infanticides, des féticides, qui touchent, c'était très bien mis en exergue dans votre reportage, essentiellement à la population féminine pour des raisons qui sont socio-économiques, économiques, pour les populations les plus exposées. Les autorités indiennes sont très au fait de ces sujets. En revanche, ce sont des sujets sur lesquels on avance à petits pas, parce qu'il y a une sorte de volonté de la société indienne d'occulter ce genre de sujet extrêmement difficile. Donc pour revenir à votre observation tout à fait juste, il y a certainement donc des volets considérables de centaines de millions d'enfants ou d'autres qui sont laissés totalement en dehors du système. N'oublions pas, l'Inde est un pays qui demeure en développement, avec une économie aussi dynamique soit-elle. Pour le moment, c'est un pays qui reste en développement. C'est un pays qui est affligé par la pauvreté, quoi qu'il en soit. 1,2 milliard d'individus, au moins 400 millions d'individus qui vivent largement en dessous de cette pauvreté. Pour vous donner une fois encore une volumétrie qui est importante, c'est plus que lorsque vous combinez la population pauvre des 48 pays d'Afrique subsaharienne, les uns derrière les autres. Donc l'Inde a des performances économiques très intéressantes depuis une petite quinzaine d'années. C'est encore un pays qui est affligé par la carence, qui est encore dans un mode de sous-développement, qui malheureusement donc, se répercute en direction des plus pauvres, et notamment donc, de ces enfants qu'on abandonne. Il suffit une fois encore de se promener 2 heures n'importe où en Inde pour en avoir la certitude. On a évoqué le sort des filles, mais il y a aussi le sort de cette petite fille, la Mowgli Girl, dont on avait parlé il y a quelques mois, qui avait été abandonnée assez tard, apparemment autour d'une dizaine d'années, et a priori qui avait un handicap mental. Est-ce que ça, c'est aussi une importante population des enfants abandonnés ? On peut le craindre. Après, je retrouvais bien dans les propos de vos collègues qui ont monté ce reportage un petit peu le raisonnement qui est parfois derrière, un petit peu le fait que des enfants dans des états parfois donc plus atrophiés que nos mentalités occidentales sont capables d'en accepter. On comprend un petit peu après pourquoi certains foyers extrêmement dénués de tout préfèrent entre guillemets sauver un de leurs enfants ou une de leurs enfants en les confiant à une institution, à des églises, devant des temples, devant des institutions diverses et variées, simplement parce qu'il va de la survie du reste de la famille. Une bouche à nourrir en moins, lorsque vous partagez quelques dizaines de grammes de riz par jour pour l'ensemble de la famille, ça fait parfois la différence entre la fin de tout et un petit espoir d'eux. Il est très dur pour nous de juger. On sait qu'il faudrait consacrer davantage de ressources, de moyens et de décence pour
pour ce monde très exposé. La société indienne aujourd'hui n'en est pas encore totalement capable. Une fois encore, c'est 400 millions d'individus, un individu sur 3 en Inde qui vit parfois très en dessous du seuil de pauvreté. Et lorsque on se promène dans les rues de Delhi, de n'importe quelle grosse agglomération ou n'importe quel état du centre du pays, on se dit mais tous ces enfants qui mendient dehors, qui vendent des diverses choses dans la circulation, des fois dans des conditions extrêmement sordides, on se dit que ces individus-là participent aussi, ces petits bouts de vie à peine nés, participent à la survie économique de la famille. Sans le rapport, sans les quelques roupies qu'ils gagneront en vendant le Times of India, l'Indian Express ou autre, il y aurait péril aussi de le reste de la famille. Donc c'est un sujet qui est toujours extrêmement poignant. La société indienne n'a pas de solution donc à court terme, et très volontiers, dès qu'elle le peut, elle glisse quand même le problème sous le tapis, parce qu'évidemment, ce n'est pas très facile à vendre à l'étranger. D'un mot très brièvement, ils peuvent être adoptés, ces enfants ? Je ne suis pas certain que les choses se fassent aussi facilement. Et comme nous sommes dans un pays qui est un État fédéral, avec donc une trentaine de législations différentes dans autant d'États, des fois on se heurte à des problèmes insolubles au point de vue simplement administratif, là où il y aurait pourtant cruellement besoin. Merci beaucoup Olivier Gaillard pour cet éclairage.